Bonsoir à tous et bienvenue pour cette première soirée de l'Université de la Vie, édition 2018. Cette Université de la Vie est organisée et animée par Alliance Vita. Alliance Vita est une association fondée en 1993 à l'occasion des premières lois bioéthiques. Elle a pour vocation d'aider les personnes les plus fragiles d'agir pour la protection de la vie et de la dignité humaine. Ce soir, nous vous proposons 4 séquences. Tout d'abord, Tugdual Derville, qui est le délégué général d'Alliance Vita et qui nous parlera d'individualisme intégral et de bioéthique. Ensuite, Henri de Sauce, secrétaire général, nous parlera d'une éthique intemporelle face à des lois bioéthiques éphémères. Nous poursuivrons ensuite avec Blanche Streb, qui est directrice de la formation et des études et qui nous présentera le décodeur bioéthique qui se renouvellera toutes les semaines. Les mots de notre temps cette semaine. Nous terminerons cette émission avec la diffusion de l'intervention de Damien Desjonquers, directeur du développement biopolitique, s'inscrire dans notre temps. Bonne émission à tous. Bonsoir à tous. Oui, ce mot d'individualisme intégral, presque imprononçable, je le tiens de Pierre-Yves Gomez, l'économiste. On lui avait demandé de nous parler de postmodernisme et il nous a dit non, c'est individualisme intégral. Autrement dit, l'idée que depuis quelques centaines d'années, progressivement, notre société a basculé, peut-être que nous avons basculé dans un système d'individualisme intégral, comme si les repères qui régulaient sociaux, qui nous régulaient dans nos limites, avaient progressivement été effacés. Vous connaissez peut-être l'expression très parlante du sociologue Zygmunt Bauman, la société liquide. Et c'est une forme de dérégulation à la fois ultralibérale et ultralibertaire qui aboutit à faire de moi, je, une autorité quasi peut-être totalitaire. Il est interdit d'interdire, slogan bien sûr qui a son absurdité mais qui a fait florès. Et puis la marchandisation libérale peut-être généralisée bientôt de l'être humain. L'autonomie de l'être qui est très valorisée, moi tout seul, et puis une forme de liberté par conséquent, une apparente liberté sans régulation, sans canalisation, sans limite. C'est assez schématique, mais première partie, sommes-nous, nous tous, des adeptes de l'individualisme intégral? Et ensuite je verrai jusqu'où l'individualisme intégral vient percuter et peut-être même dissoudre la bioéthique. Sommes-nous, chers amis, déjà, vous et moi, adeptes de l'individualisme intégral? Au fond, on pourrait faire un tableau. Vous pourriez faire un tableau, oui, non, et vous allez voir que nous sommes largement les uns et les autres dans la colonne du oui. Réfléchissons aux choix que nous posons dans notre métier, dans nos choix de vacances, dans nos choix de loisirs, dans la manière dont nous vivons nos logements, avec ou sans l'impact des voisins du dessus, du dessous ou d'à côté, dans la manière même dont nous vivons notre altruisme, nos engagements. Est-ce que ce n'est pas le règne du moi-je? Je décide au fond tout seul. Il y a quelque chose de cet ordre qui explique peut-être pourquoi il y a un grand quotidien qui a publié un sondage récent sur la bioéthique avec beaucoup de ce que nous appelons, nous, de notre côté, des transgressions et qui nous semble avalisé par un certain nombre de Français, même si les questions ne sont pas forcément posées comme on les aurait posées. Et les commentateurs des sondages disaient « Nous ne sommes plus conditionnés. Nous ne sommes plus conditionnés ni par la religion, ni par nos statuts sociaux, ni par notre sexe, ni par notre âge. Tout devient possible, les limites sont repoussées. » Alors si, évidemment, on colle quelques mentions sur la colonne je l'ai mise à droite, le nom, bien sûr, d'autres ont une influence consentie sur nous. Nous ne sommes pas tous et totalement dans l'individualisme intégral. Nous avons des autorités que nous agréons pour nous orienter, nous caler. Et peut-être un tout autre aussi, éventuellement, fait résonner à nos yeux, en tout cas un appel qui nous oriente au-delà simplement de notre nombril. Et nous hésitons donc par conséquent entre deux modèles, le modèle de l'autonomie et celui de l'interdépendance. D'un côté, ça serait des électrons libres, nous serions des électrons libres, nous serions errants peut-être et ballottés par nos désirs. De l'autre, nous serions les maillons d'une chaîne. Nous serions un maillon à la fois relié, attaché dans les deux sens du terme, péjoratif et positif, avec des repères, tenus par des repères. Un ami originaire du Maghreb m'a dit un jour, tu sais, la famille que tu défends, elle est desséchée. Il parlait de la famille nucléaire. Il disait, si vous n'êtes pas capable de défendre une famille élargie,
avec des cousins qu'on ne laisse pas mourir dans la rue de faim, ça serait une honte, eh bien peut-être que c'est déjà très individualiste de défendre une famille nucléaire isolée qui décide par elle-même. Et on pourrait peut-être s'interroger, est-ce que notre supposé personnalisme n'a pas glissé progressivement en individualisme? J'ai l'image de la dune de sable, vous savez, le vent la balaye si les grains ne sont pas agrégés les uns aux autres. Pour qu'elle devienne un terreau, il faut que les grains s'agrègent. Il faut qu'ils s'agrègent. Notamment 2 grains peuvent s'agréger dans la fidélité sexuelle et alors la dune peut devenir fertile et devenir un terreau. Mais la question nous est posée à chacun. Alors du coup, après cette séquence de quasi-auto-flagellation, parce que je ne sais pas si vous avez compris que je nous incite à nous voir comme individualistes intégraux, tout nus dans la société, jusqu'où l'individualisme intégral, c'est ma deuxième partie, vient-il percuter et peut-être dissoudre la bioéthique? Un mot sur le mot bioéthique, éthique des questions liées à la vie, des questions biomédicales liées à la vie, commençantes, finissantes, et plus encore, ça s'élargit de plus en plus. Alors, autour du mot éthique, une petite réflexion. Jean-François Mattei a coutume de dire qu'il y a d'un côté la morale, intangible, qui ne bouge pas, consensuelle, des principes qui s'imposent à la conscience, et de l'autre, il y aurait l'éthique. L'éthique qui est le lieu du doute, le lieu du débat, le lieu de l'incertitude. Je suis partiellement seulement d'accord avec lui. Il donne comme exemple de morale la lutte contre l'excision, en disant voilà, ça c'est indiscutable, ça ne se discute pas, nous sommes tous contre l'excision, une question morale, elle n'est pas bioéthique. Alors si je cherche du coup des questions bioéthiques avec lesquelles je serais d'accord pour discuter, je pense aux conséquences des méga bases de données dans le domaine médical. Vous avez entendu parler des méga bases de données qui nous promettent à la fois la meilleure des choses et peut-être la pire des choses. La meilleure des choses parce que ça va permettre de suivre des pandémies, de peut-être repérer des stratégies thérapeutiques, bref, peut-être de nous soigner de maladies pour lesquelles l'absence de ces données manque. D'un autre côté, nous le savons, vous le savez sans doute, qu'on peut se craindre pour nos libertés individuelles si nous sommes comme transparents aux yeux de quelques multinationales du web qui finissent par en connaître plus sur nous-mêmes que nous-mêmes et qui finiraient par aboutir à, sur le plan des assurances, de l'emploi, etc., des discriminations absolument monumentales dont, c'est toujours le cas, les faibles feraient les frais. Vous voyez, là, c'est un débat bioéthique et je dis d'accord, ça se discute. Mais sur d'autres sujets, est-ce que discuter du respect de l'embryon humain, même si c'est un sujet qui est en débat dans la loi bioéthique depuis bien longtemps, sur lequel nous nous sommes positionnés à Alliance Vita depuis le tout début, est-ce que véritablement ce n'est pas faire glisser de la question morale, d'une absolue protection vers le relativisme au fond éthique? Est-ce que la bioéthique n'est pas l'art de compliquer certaines choses qui étaient simples pour finalement faire avaliser certaines dérives et faire tomber progressivement digue après digue? La question mérite d'être posée. Nous qui sommes très soucieux du respect du plus fragile, nous nous posons la question de savoir si les lois bioéthiques n'ont pas progressivement cautionné en France ce que nos adversaires dans des débats télévisés reconnaissent désormais comme étant un eugénisme démocratique à la française. Personne ne l'a décidé, mais nous avons beaucoup de mal à accueillir celui qui est porteur d'anomalies. Et c'est sans doute parce que des lois ont légitimé qu'on porte atteinte à ces personnes. Question donc, est-ce qu'on va jusqu'à discuter l'indiscutable? Je voudrais, même si c'est une intervention du début de notre université de la vie 2018, vous l'avez entendu dans la première partie, ne pas être dans le jugement sur les personnes. Et je vais vous proposer, même si ça peut vous choquer, 2 exemples qui sont un peu emblématiques, pour lesquels il faut pouvoir comprendre pourquoi on en est arrivé là et en quoi peut-être nous y participons à notre façon. Je pense d'abord aux campagnes qu'ACT UP a revendiquées. Et vous voyez cette image, il y en a plusieurs d'ailleurs du même ordre. Ils ont parfois interrompu un débat avec des pancartes marquées « On est lesbienne, on veut du sperme ». Voilà, il y avait des campagnes comme ça. Et puis il y a cette campagne disant qu'on ne veut pas d'un mec, mais qu'on veut du sperme. Pardon de la violence que peut-être cela représente, mais il faut peut-être comprendre pourquoi on en est arrivé justement là, dans une société sans limite, où au fond, il y a un égotisme qui est assumé et affirmé, comme de manière assez crue. Et puis deuxièmement, je voudrais vous lire un petit extrait d'un livre d'un très grand médecin, le professeur Friedman, à l'origine du premier bébé éprouvette en France. Et Friedman a écrit un livre assez poétique, Lettre à une mère, dans lequel une phrase m'a vraiment retenu mon attention. Je vous la lis.
Il s'agit pour lui de détecter un handicap dans un embryon au microscope. Je ressens la même excitation qu'hier, le même besoin toujours de tenir tête au destin, observer un embryon d'un dixième de millimètre prélever une cellule, y repérer une drôle de couleur, l'annonce d'un enfant figé, déformé et souffrant. Ce n'est rien d'autre que lire l'avenir et regarder en face le handicap de celui qui n'est même pas encore né. Faudrait-il laisser courir la maladie incurable qui le fauchera, cette fatalité que je me suis promis de toujours combattre ? Pouvoir effacer cette image, c'est comme dire « lève-toi et marche ». C'est aller, c'est vrai, au-delà du champ de la médecine, c'est changer pour lui ses amours, son métier, ses voyages, c'est croire en l'homme et en sa force. Mais je me laisse aller à vous parler de moi, de mon orgueil, de ce qui me préoccupe et qui ne vous concerne pas. Et je pense qu'on peut réfléchir sur cette résonance, chers amis, entre le désir individuel qui va jusqu'au bout et puis le désir très puissant du chercheur, du scientifique qui veut régler les questions et qui avoue, honnêtement, que son orgueil y est pour quelque chose. Alors, comment en est-on arrivé là ? Et je vais vous proposer 4 maximes que je pense qu'on devrait pratiquement connaître par cœur. Elles m'aident pratiquement tous les jours pour analyser ces situations. Parce que nous sommes à la fois dans ces situations et nous sommes à la fois peut-être partiellement capables de juger les autres dans la même situation, c'est presque plus facile. Premièrement, je perçois les choses de la façon dont je suis disposé. C'est de Aristote, Éthique à Nicomaque 2. J'ai tendance à analyser une situation et à me positionner en fonction de ce que je suis, de mon environnement, de ce que je veux. Il est parfois très difficile de refuser, d'accepter, les limites de mon corps, de résister à mes désirs. Je suis dans une forme d'impatience. Deuxième maxime qui m'aide énormément aussi, la souffrance a tendance à anesthésier la conscience. Lorsque je suis en état de souffrance très forte, de peur, de terreur, de désir, d'angoisse, de pression, eh bien, la fin tend à justifier les moyens. Et sous l'emprise de la souffrance, je peux me laisser aller des tas de choses que ma conscience pourrait récuser parce que je n'ai plus accès réellement à ma conscience. Troisième maxime, l'offre technique crée largement la demande. C'est-à-dire qu'au fond, le marché a tendance à créer le désir. On a été très frappé à Alliance Vita d'avoir parfois des demandes stupéfiantes au début, mais on ne s'en est pas étonné dans la mesure où on écoute avec empathie. Une femme qui, d'âge mûr, ne peut plus avoir d'enfants et qui va en Espagne pour avoir un double don, c'est-à-dire se faire donner ovocytes et sperme pour revenir avec un embryon, parce qu'elle voulait absolument un enfant. Et elle nous dit à un moment donné, mais au fond, cet enfant, c'est un Espagnol. Je n'aime pas les Espagnols. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je vais devoir avorter parce que je ne veux pas d'Espagnol ? Vous voyez, elle est prise par un marché, par son désir pour aboutir à quelque chose qui brusquement la stupéfie et qui met en danger la vie de cet enfant. Et enfin, quatrième maxime, le désir, mon désir, notre désir est mimétique. On parle de liberté et d'individualisme, mais en réalité, on est extrêmement frappé par, au fond, le surmoi social. Un enfant, si je veux, quand je veux, a tendance à nous envahir, à envahir la société parce que nous nous imitons les uns les autres. Le professeur Sicard, qui était président du comité d'éthique, a dit à un moment donné à propos de la sélection anténatale des fœtus porteurs d'anomalies, dans ce domaine, je ne crois pas aux décisions individuelles. Je ne crois qu'aux décisions conditionnées par la société. Et du coup, on va jusqu'à, au fond, une forme d'absurde. Je vais vous lire un exemple qui sort de la bioéthique. Un ami m'a dit qu'il était frappé de voir dans les cités à quel point les jeunes voulaient devenir footballeurs. Le modèle de la réussite sociale qui s'impose est le footballeur. On fait presque injonction sociale inconsciente pour tous ces jeunes de rêver au modèle presque inatteignable, pas tout à fait quand même, presque inatteignable du footballeur professionnel. Et de fait, ils sont souvent entravés dans leur capacité de développer leur talent dans d'autres domaines, sachant qu'ils ne sont pas tous appelés sans doute à rentrer dans l'équipe de France de football ou même dans le football professionnel. On va jusqu'à se rendre compte qu'au fond, il y a comme une intrusion du collectif et qui pousse finalement l'individu à des choix qui sont conditionnés par la culture. Alors, 2 remarques. Mieux vaut savoir que l'individualisme intégral va dans le mur. On s'en rend compte, il va dans des absurdités.
On ne sait plus ce que c'est que le sens du mot mère, par exemple. Et sans jeter la pierre à ceux qui sont concernés par ces situations, on se rend compte que suivant la façon dont dont la technique oriente le désir, on va par exemple survaloriser la gestation corporelle. Lorsqu'une femme va se faire donner, par exemple, des ovocytes extérieurs, et on va dire, mais non, ce qui fait la mère, ce sont les gènes, c'est donc ce qui fait la mère, c'est l'enfantement, c'est donc la gestation, et les gènes sont un cadeau qu'on vous fait. Mais dans le cas où cette femme n'a pas d'utérus fonctionnel, on va lui proposer, certains médecins, une gestation par autrui, interdite en France. Et on va lui dire non, non, rassurez-vous, ce qui fait la mère, ce n'est pas la gestation, c'est l'intention. Et éventuellement, si c'est elle qui donne ses gènes, on lui dira c'est les gènes. Et donc on va tordre la réalité de la maternité en fonction des désirs et des techniques proposées. Et on va même jusqu'à, et il ne faut pas s'en moquer, se découvrir qu'en Allemagne, un homme à l'état civil va accoucher de son enfant. C'est une femme transgenre. Et donc, il va dire « Je suis le père de celui dont j'ai accouché ». Il va se faire appeler père d'un enfant dont il a enfanté. On casse comme ça les mots et c'est lié au désir. Normalement, chers amis, la loi est là pour réguler nos désirs. La loi est là pour nous réguler nos désirs afin d'orienter notre créativité dans l'art du possible et dans la mesure où le faible doit être protégé. La loi est là pour protéger les faibles du désir des forts. C'est tout ce qu'on va essayer de rechercher dans notre manière d'aborder les débats bioéthiques. En conclusion, sans doute faut-il que nous réfléchissions ensemble, chers amis, à un mode de vie alternatif. Un réel mode de vie qui se fonde justement sur le respect du plus fragile. Et pour cela, il faut muscler notre volonté, notre conscience, notre réflexion, parce que ce n'est pas au pied du mur qu'on va agir d'une façon, ajuster notre conscience, tellement nous sommes nous-mêmes dans cette société de l'individualisme intégral. Le modèle qui me vient à l'esprit, c'est celui de l'arbre. Un arbre qui est enraciné, un arbre qui communique dans la forêt par ses racines, paraît-il. Je ne sais pas si ceux d'entre vous qui connaissent un peu la biologie de l'arbre savent à quel point on a découvert que les arbres communiquaient entre eux par leurs racines. Des arbres qui se protègent réciproquement, des arbres qui se nourrissent aussi et principalement de l'air du temps. Il s'agit donc de se connecter à notre temps. L'essentiel de la masse de l'arbre vient de ses interactions avec l'air ambiant. Et cet arbre et cette forêt nous appellent à une deuxième allégorie, celle du refuge. Nous avons besoin, chers amis, de refuge où les plus fragiles sont protégés. Car le basculement de la bioéthique vers l'individualisme intégral nécessite un état d'esprit alternatif. Je vous remercie. Il y a près de 2500 ans, dans la Grèce antique, Antigone s'écriait d'une voix forte devant le roi Créon, qui lui interdisait d'ensevelir son frère tué au combat. « Je ne pense pas que tes décrets soient assez forts pour que toi, mortel, tu puisses passer outre aux lois non écrites et immuables des dieux. Elles n'existent pas d'aujourd'hui ni d'hier, mais de toujours. » Antigone. Antigone, qui mieux que ce personnage de la tragédie de Sophocle incarne la conviction qu'il existe des lois non écrites qui transcendent l'espace et le temps. Et donc que nos lois, les lois de nos cités, limitées et éphémères, se doivent de respecter cette éthique universelle et intemporelle. On l'appelle aussi loi naturelle parce qu'elle est profondément liée à la nature de l'homme, cet être doué de raison qui cherche le bien pour vivre ensemble en paix et heureux. Cette morale universelle, intemporelle, cette loi éthique intemporelle, nous en retrouvons des traces dans toutes les grandes civilisations et dans toutes les grandes religions. Par exemple, dans le code Hammurabi, datant de près de 4000 ans à Babylone, dans les 10 commandements confiés à Moïse, bien sûr, il y a 3000 ans, dans les livres sacrés du bouddhisme ou de l'hindouisme, et jusqu'à une époque récente, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée par l'ONU en 1948 à Paris. Mais il faut bien reconnaître que face à ces lois donc non écrites et immuables, les valeurs de la société postmoderne sont devenues relatives, comme déjà on l'a largement souligné juste avant moi. Chacun définit les siennes selon ses désirs et ses intérêts. Comme les lois sont votées par des majorités changeantes, ce qui était acquis il y a 10 ou 20 ans, eh bien, parce que conforme à des valeurs évidentes, eh bien, est mis en question aujourd'hui et sera peut-être changé demain. Pour illustrer cette réalité, je vais prendre 3 exemples qui vont certainement faire l'objet de débats importants lors des états généraux de bioéthique dans les semaines et les mois qui viennent. Puis je vous proposerai une réflexion plus globale sur la façon dont le temps constitue aujourd'hui une menace, c'est vrai, mais peut-être aussi demain une chance. Premier exemple, la recherche sur l'embryon humain.
C'est certainement un des meilleurs exemples. En moins de 20 ans, le Parlement a voté 4 lois opérant progressivement un virage à 180 degrés. Ce qui était inacceptable hier est devenu acceptable aujourd'hui. Ce qui était non éthique hier est tout à fait éthique aujourd'hui. Vous trouverez à la page 28 de votre livret une infographie qui illustre cette évolution. Alors, on va la reproduire à l'écran. On peut résumer ainsi les principaux aspects. Sur le principe même de la recherche sur l'embryon, ou les cellules souches embryonnaires, je parle des deux à la fois, la première loi bioéthique de 1994 a proclamé une interdiction totale. La deuxième loi de bioéthique de 2004 a maintenu l'interdiction, mais a créé des dérogations pour 5 ans et avec des conditions de progrès thérapeutique majeurs. La troisième loi de bioéthique en 2011 a gardé encore l'interdiction de principe, mais du coup a fait sauter la limite de temps. C'est devenu sans limite de temps. Et puis la condition s'est assouplie. Ce ne sont plus que des progrès médicaux majeurs. Et la quatrième étape a été réalisée en 2013 à partir d'une simple proposition de loi. Et alors là, le principe d'interdiction est supprimé. On le remplace par un principe d'autorisation avec des conditions définies de façon encore plus souple qu'auparavant, puisqu'on parle de simple finalité médicale, qui est un critère très vague qui laisse la porte ouverte à toutes les justifications. Et en 2016, dernière étape, la loi santé élargit encore la brèche dans le domaine qui est un peu différent des recherches médicales. Mais là, je n'approfondis pas. Donc, vous voyez l'évolution. Et pourtant, l'embryon humain n'a pas changé de nature entre 1994 et 2013. Il est toujours l'un de nous. Mais il est désormais considéré comme un objet, un matériau de laboratoire. Et alors, comment les politiques, en moins d'une génération, finalement, ont-ils pu à ce point bouleverser nos repères éthiques? Je crois qu'on peut y voir l'influence des lobbies scientifiques, des laboratoires pharmaceutiques, et puis aussi de ces quelques médecins-chercheurs fascinés par leur capacité à dominer peu à peu les mécanismes de la vie. Créer et maîtriser la vie, n'est-ce pas finalement le privilège des dieux? Tocqueville d'Herville vient d'en parler à l'instant. Ils sont aussi aveuglés par la conviction que, puisque cela se fait dans d'autres pays, eh bien, il faut pouvoir le faire en France, sous peine de prendre du retard dans la compétition scientifique et économique mondiale. Prendre du retard, n'est-ce pas également un rapport faussé au temps? Du retard sur quoi? Du retard pour qui? Tout ce qui est techniquement possible n'est pas forcément bon pour l'homme, on le sait bien depuis la bombe atomique. En réalité, on en arrive à une contradiction majeure avec un principe fondamental de notre éthique française, énoncé à l'article 16 du Code civil, qui justement a été écrit au moment de la première loi bioéthique de 1994. Cet article affirme, je le cite, « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. » Savez-vous que ce principe, justement, a été introduit pour la première fois dans la législation sur la loi sur l'avortement en 1975. Son article 1 affirmait de façon solennelle, je le recite, « La loi garantit le respect de tout être humain dès le commencement de la vie ». Et le Code civil n'a fait que reprendre cette formulation. Pourtant, l'article 2 de la loi sur l'avortement autorisait l'IVG à titre temporaire pendant 5 ans. Tiens, encore une transgression éthique introduite pour une durée limitée, puis ensuite consolidée à titre permanent. Et comme pour l'opinion publique en général, ce qui est légal est moral, eh bien pour beaucoup ne voient plus aujourd'hui l'enjeu éthique considérable que représente 220 000 IVG par an en France. Alors retenons de cet exemple, si vous le voulez bien, en vue des États généraux, une conviction dans notre relation avec les scientifiques. Pour parodier une expression célèbre, la science est un domaine trop sérieux pour être laissé aux seuls scientifiques qui sont effectivement jugés partis. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, nous rappelait Rabelais, et il a toujours raison. Deuxième exemple, le dépistage prénatal de la trisomie 21. L'évolution de la réglementation dans ce domaine est aussi très édifiante. Le gène de la trisomie 21 a été identifié par le professeur Lejeune en 1959. À partir du début des années 80, un dispositif sophistiqué de dépistage prénatal, DPN, s'est mis en place, d'abord pour les femmes de plus de 38 ans, et puis progressivement, avec des conditions assouplies. Et maintenant, toutes les femmes enceintes, vous le savez, sont invitées à subir ce dépistage. À chaque fois qu'une nouvelle innovation médicale permettait d'identifier la trisomie, soit plus tôt pendant la grossesse, soit avec plus de certitude, eh bien, on a vu l'administration et la sécurité sociale pour les remboursements mettre en place de nouvelles règles qui accentuent le caractère systématique du dépistage.
Et aujourd'hui, on est sur le point de généraliser le DPNI, diagnostic prénatal non invasif, à partir d'une simple prise de sang maternelle avant 12 semaines de grossesse. Comme s'il fallait absolument consolider à moindre risque le véritable eugénisme sociétal qui s'est installé en France, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, puisque 96% des fœtus détectés trisomiques font l'objet d'une IMG, je le rappelle, qui est un avortement possible jusqu'au jour de la naissance. Cette régression éthique est en fait réalisée dans une indifférence assez générale des politiques, des médias et, il faut le dire aussi, de l'opinion publique. Avez-vous le souvenir d'un débat démocratique au Parlement pour voter une loi décidant clairement qu'il fallait supprimer la trisomie 21 en France? Non, bien sûr. Tout cela s'est fait dans le secret des laboratoires, des cabinets ministériels, par un petit groupe de personnes convaincues qu'il fallait éradiquer la trisomie 21, essentiellement pour des raisons soit philosophiques, éviter la naissance d'enfants handicapés pour la société, l'amélioration de la race, et économiques, diminuer le coût de la prise en charge médicale des personnes handicapées. Donc vous voyez, on peut retenir de ce deuxième exemple une conviction, cette fois-ci dans notre relation avec les responsables politiques. C'est ce danger d'une glissade permanente, progressive, insidieuse, presque masquée, qui aboutit à une impasse éthique parce qu'à aucun moment, il y a eu des responsables politiques qui ont eu le courage de dire « stop, là maintenant on va trop loin ». Et ça s'est fait subrepticement. Troisième exemple, les dérives de l'euthanasie en Belgique. L'évolution de la législation sur l'euthanasie depuis 15 ans chez nos amis belges est aussi impressionnante. Elle met bien en valeur le caractère éphémère des lois concrètes parce que le principe intemporel du respect de la vie humaine n'est plus une borne infranchissable. Pour résumer là aussi en quelques mots cette évolution, une première loi dépénalisant l'euthanasie a été votée en 2002 avec des règles présentées comme très strictes sur les conditions de mise en œuvre, souffrance insupportable, inapaisable, maladie incurable, rapport du médecin à une commission de contrôle, etc. Mais depuis cette date, en fait, le nombre officiel d'euthanasie n'a fait que croître. Plus de 2000 l'année dernière, si vous regardez la courbe, elle est comme ça. Et avec des cas de plus en plus éloignés des conditions initiales, notamment des euthanasies de personnes dépressives ou démentes et de plus en plus des situations qui correspondent de fait à des suicides assistés. Autre évolution, en 2014, l'euthanasie des mineurs, sans condition d'âge minimale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un mineur de 10 ans, 12 ans, par exemple, doté, dit-on, de la capacité de discernement, mais comment la mesure-t-on? Et avec l'accord de ses parents, peut ainsi exiger d'être euthanasié en Belgique. Et surtout, le débat se développe aujourd'hui sur l'euthanasie maintenant des personnes âgées, des personnes fatiguées de vivre, dit-on, après l'âge de 70 ans, qui n'ont ni maladie incurable, ni souffrance insupportable, mais qui considèrent qu'elles ont vécu suffisamment longtemps et qu'il est temps de partir pour différents motifs ou pressions. Ce débat sur les personnes fatiguées de vivre, c'est une expression que vous entendrez peut-être de plus en plus, est très avancé aux Pays-Bas, pays voisins qui exercent une forte influence sur la Belgique, et même si, heureusement, certaines voix alertent sur le risque de pression sur les personnes âgées les plus fragiles. Et je crois que là, il faut souligner le travail magnifique de sensibilisation réalisé par l'Institut européen de bioéthique à Bruxelles, qui fait un travail donc remarquable. Mais cela dit, l'opinion publique belge semble, vue de nous en France, comme anesthésiée par une philosophie de la vie devenue très individualiste, avec cet argument qui semble devenu incontestable, si c'est sa volonté, au nom de quoi s'y opposer? Voilà. Alors on peut retenir de cet exemple, ce troisième exemple, une conviction cette fois-ci dans notre relation avec les personnes les plus fragiles, que ce soit les plus jeunes, les plus âgées, les personnes dépendantes. On voit qu'une fois qu'on a entrouvert la porte de l'interdit de tuer, par exemple, eh bien, il est très difficile de la refermer. C'est quasi systématique, cela se réalise toujours au profit du plus fort et au détriment des plus faibles. Alors élargissons maintenant notre réflexion dans un deuxième temps sur ces lois éphémères. Sommes-nous condamnés à voir nos repères éthiques devenir à géométrie variable en fonction des pressions sociétales, des lobbies minoritaires mais très actifs, de la concurrence mondialisée, de ce culte de l'autonomie individuelle donc? L'éthique de l'autonomie, chère aux anglo-saxons, va-t-elle remplacer l'éthique de la vulnérabilité qui est plus conforme à notre vision des relations humaines? L'éthique de discussion dans laquelle les valeurs évoluent dans le temps et dans l'espace au gré des opinions majoritaires, peut-elle remplacer l'éthique de conviction, celle liée à une conception intangible et universelle de la dignité de l'homme? Parce que finalement, si tout se vaut, parce que le bien serait relatif, parce que le vrai subjectif,
Alors, méditons cette sentence de l'anthropologue Klaus Lévi-Strauss qui affirmait avec une certaine provocation « Si toutes les valeurs se valent, alors le cannibalisme est juste une question de goût. » Et effectivement, l'homme peut en arriver à se cannibaliser lui-même, à se détruire à petit feu ou à se transformer par le transhumanisme au point qu'il ne soit plus un humain avec un grand H. Et vous voyez, face à ça, je préfère, pour conclure, vous inviter à un renversement de perspective qui nous intéresse plus particulièrement en ces temps-ci, c'est-à-dire que finalement, si les lois sont toujours éphémères, pourquoi seraient-elles condamnées à n'évoluer toujours que vers le négatif, vers le moins humain, vers le moins disant éthique? Il n'y a pas de fatalité dans l'histoire, il n'y a aucune fatalité. Il y a plutôt des mouvements de balancier sur de longues périodes, parce qu'un excès dans un sens provoque un mouvement dans l'autre sens pour rechercher un nouvel équilibre meilleur pour un peuple ou pour une civilisation donnée. Rappelons-nous par exemple l'histoire de l'esclavage, la longue histoire en Occident, ou même celle du colonialisme. Il y a des mouvements de balancier. Et il faut au moins 1 à 2 générations pour qu'on commence à voir les effets pervers ou négatifs d'une loi contestable sur le plan éthique. Par exemple, la loi sur l'IVG date d'environ 40 ans. Et l'on commence sérieusement à écouter des témoignages qui étaient inaudibles jusqu'à présent sur les souffrances physiques ou psychologiques post-IVG. L'insémination artificielle avec donneur est possible aussi depuis près de 2 générations. Et de jeunes adultes, entre guillemets, nés de spermatozoïdes inconnus, c'est le nom d'un de leurs livres, réclament maintenant de connaître celui qui est à l'origine de la moitié de leur patrimoine génétique. Et la prise en compte de leurs souffrances va peut-être faire évoluer le principe même de l'anonymat sur le don de gamètes qui va être discuté dans la loi bioéthique. Si on élargit aux États-Unis, par exemple, des dizaines de lois ont été votées récemment dans différents États pour limiter un usage excessif de l'avortement, dont les caractéristiques sont beaucoup plus larges au démarrage qu'en France. Mais dans ce pays qui est quand même souvent à l'avant-garde des choix sociétaux, on perçoit un renversement progressif des mentalités en faveur d'un plus grand respect de la vie humaine avant la naissance. La Chine et sa politique de l'enfant unique est en fait pour moi l'évolution la plus frappante, celle qui en fait le creuset. Ce dogme de l'enfant unique qui a été introduit en 1979 aboutit à un déséquilibre considérable de naissances entre filles et garçons. Savez-vous qu'il y a aujourd'hui 40 millions d'hommes célibataires qui ne peuvent trouver femme pour se marier? 40 millions. Face à ce désastre, les autorités ont assoupli les règles en 2013 puis en 2016 pour autoriser les couples à avoir 2 enfants. Il y a donc bien un renversement d'une certaine éthique mortifère au profit d'une autre éthique plus ouverte au respect de la vie. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas de fatalité, même quand nous avons en France l'impression que la tendance va toujours dans le même côté. D'où l'importance donc de résister, de se former, d'argumenter et de participer au débat sans se laisser tétaniser par un prétendu sens de l'histoire. Pour conclure définitivement, quelques exemples complémentaires, mais tout récents, qui vous montrent les témoignages de références éthiques toujours fortes et vivantes en France. Peut-être les avez-vous remarqués. La proposition de loi du député Paul Christophe vient d'être votée le mois dernier en première lecture à l'Assemblée nationale pour permettre de donner des jours de repos au profit de collègues de travail qui sont des aidants familiaux auprès de personnes très dépendantes ou handicapées. Ça, c'est un beau geste éthique. La proposition de loi du député Xavier Breton, déposée également au mois de décembre dernier, qui vise à faire des soins palliatifs la grande cause nationale pour 2018. Elle pourrait être discutée dans les mois qui viennent et peut-être relancer l'idée d'un grand plan de développement des soins palliatifs. Et dernier exemple, la Cour de cassation vient de reconnaître qu'un enfant non encore né, à la date de la mort accidentelle de son père, subissait un préjudice moral qu'il faut indemniser. Et ce préjudice, écoutez bien, c'est que l'enfant souffre de l'absence définitive de son père qu'il ne connaîtra jamais. Voilà une décision intéressante au moment où on va débattre de la PMA sans père. Alors, il ne faut plus hésiter, à nous de jouer, je pense. La révision de la loi bioéthique commence dès ce mois-ci, comme on l'a déjà annoncé, avec des débats dans les régions, un site internet. C'est le moment de s'y intéresser, de participer. Et dans les autres pays qui nous écoutent, où il n'y a pas d'états généraux, il faut aussi saisir toutes les occasions de se faire entendre. Soyons-en convaincus, nous ne menons pas un combat d'arrière-garde contre des lois éphémères, nous menons un combat d'avant-garde, ce qui s'appuie sur une éthique intemporelle. Soyons donc tous des Antigones. Merci. Bonsoir à tous. Non seulement le langage est un outil, mais c'est surtout le premier d'entre tous. La dialectique, c'est un art oratoire, c'est l'art de la controverse. Nous en faisons tous au quotidien.
C'est un moyen très utile pour creuser ensemble la vérité, chercher, débattre. Mais malheureusement, le plus souvent, c'est utilisé à des fins de manipulation. C'est ce que nous allons regarder ce soir ensemble. Les mots justes trouvés au bon moment sont de l'action, nous enseigne Hannah Arendt. Et à l'aide d'exemples bioéthiques assez concrets, je vais vous présenter quelques-unes des figures ou des procédés dialectiques parmi les plus courants. Nous ne les verrons évidemment pas tous. Premièrement, l'amalgame. Alors, ça veut dire mélange. C'est un procédé disqualifiant qui marche à peu près avec tout. Il s'agit d'accoler ou de juxtaposer plus ou moins artificiellement des arguments ou des événements, des situations même, ou des relations de cause à effet, ou même simplement des mots, ce qui permet ensuite à l'esprit de les associer, d'associer ces concepts, même s'ils sont totalement faux ou totalement incompatibles. Ça marche avec des simples mots. Par exemple, si je vous dis GPA pour gestation pour autrui, GPA éthique. Deuxième exemple, le choix truqué, qui porte bien son nom, c'est un piège, tout simplement. C'est une manière de présenter un fait ou de poser une question qui induit d'elle-même la réponse. Un prétendu choix sans choix. Troisième figure, la figure d'inéluctabilité. Alors là, c'est une figure guerrière par excellence qui vise à démotiver, à démobiliser les troupes, à les faire sombrer dans un désespérant « à quoi bon ?» Alors c'est toutes ces phrases qu'on entend, c'est le sens de l'histoire, de toute façon ça se fait à l'étranger, ou quand on entend le président de l'Assemblée nationale qui dit au sujet de la GPA, le désir d'enfant ne peut être réprimé, ou notre ministre de la Santé au sujet de la PMA pour toutes qui nous dit la société est prête. C'est vrai que quand on nous dit la société est prête, on n'invite pas vraiment les gens à réfléchir en profondeur ou en conscience. Quatrième figure, le transfert d'émotions. On va utiliser des émotions positives ou négatives pour créer une confusion des raisonnements. C'est la prise d'otage émotionnelle. Par exemple, seule la recherche utilisant l'embryon humain permettra de soigner certaines maladies. Et en même temps qu'on vous dit ça, on vous présente des personnes souffrant de cette maladie. Ce transfert d'émotions, il est non seulement efficace, mais il est aussi très très difficile à contrer. Dans cette thématique-là, il y a aussi la rhétorique de l'espoir qui sert beaucoup de cheval de Troie dans nos débats bioéthiques. Par exemple, samedi, le premier débat qui sera lancé pour les États généraux s'intitule « La recherche sur l'embryon, un espoir pour les couples infertiles ». Cinquième figure, le transfert de responsabilité. Là, on va essayer de déplacer la responsabilité chez l'autre pour créer un sentiment de culpabilité, pour qu'ainsi il n'ose même plus argumenter. Par exemple, c'est la faute des opposants à la gestation pour autrui si aujourd'hui ce sont des fantômes de la République. Déjà, cet argument est faux par lui-même, mais on voit bien que c'est un essai de transposer la culpabilité sur les opposants à la GPA, alors qu'évidemment, les commanditaires ont choisi délibérément et en toute connaissance de cause de placer les enfants ainsi conçus dans ces situations. Sixième figure, l'isolement. Vous avez tous déjà vu ça dans les débats. C'est la manière dont, injustement, certaines personnes vont être stigmatisées et, si possible, à 10 contre 1, à la fois pour le culpabiliser, pour le faire taire, pour qu'il se sente illégitime et pour que ceux qui observent le débat également soient totalement discrédités aux yeux des observateurs. Alors les exemples ne manquent pas autour de toutes ces étiquettes et bien sûr il y a toute la panoplie des phobes, les europhobes, les technophobes et puis récemment les grossophobes, enfin tous les jours il en arrive. Il y a toutes ces étiquettes aussi, réac, fasciste, j'ai même trouvé confusionniste, à croire que notre époque crée elle-même des ennemis car elle en a besoin pour faire avancer toutes ces transgressions. Si aujourd'hui vous êtes contre la gestation pour autrui ou si vous osez dire que pour s'épanouir un enfant a besoin d'un père ou d'une mère, eh bien voilà, comme un réflexe de Pavlov, eh bien vous êtes homophobe. Eh bien c'est vraiment une figure d'isolement qui est à dénoncer, qui est extrêmement injuste. Il faut se garder d'ailleurs de la pratiquer toujours soi-même. Je vous parlerai maintenant de la novlangue. Alors, on est un peu en ce moment, pour ceux qui connaissent, dans une période de novlangue. C'est une langue fictive qui a été inventée par George Orwell dans son roman d'anticipation 1984. Le but de la novlangue, c'est de restreindre les limites de la pensée. Parce que lorsque les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté. Le principe est le suivant.
On diminue le nombre de mots d'une langue. On fusionne les mots entre eux. On diminue le nombre de concepts avec lesquels les gens peuvent réfléchir. Et puis également, dans ce concept, la double pensée est fortement encouragée. Ainsi, en éliminant les finesses du langage, eh bien, la capacité à raisonner s'amoindrit et elle ne repose plus que sur l'affect. Il y a certains exemples dans votre carnet. Par exemple, on ne dit plus clonage, mais transfert nucléaire. On ne dit pas euthanasie, mais nous avons vu récemment dans un magazine interruption volontaire de vie sans consentement du malade. Et on ne dit pas FIV 3 par an, mais don de mitochondrie, etc., etc. Alors, quelle méthode adopter pour ne pas se laisser manipuler ? La première, bien sûr, c'est de prendre du recul pour ne pas laisser l'émotion ou la culpabilité nous envahir, ne pas se laisser entraîner dans cette manipulation. Il faut repérer la figure ou le procédé dialectique en question, éventuellement le dénoncer, soit publiquement dans un débat, soit intérieurement pour s'en libérer, puis ensuite revenir au réel. En conclusion, je vous donnerai 2 adversaires sérieux à combattre. Le premier d'entre eux, eh bien, c'est nous-mêmes. Parce que peut-être le pire danger qui nous guette, c'est l'autocensure. Par la peur de nous exprimer ou par le fait de s'habituer, bercé dans un relativisme tranquille. Nous risquons de nous acclimater à la guerre contre la vie qui est menée dans nos sociétés postmodernes. On ne s'habitue pas aux injustices ou aux transgressions éthiques. On ne s'habitue pas à une culture du déchet humain déguisée sous des airs progressistes. On ne s'habitue pas à des sondages bidonnés ou à ce qu'on nous présente comme inéluctable. Nous ne devons pas avoir peur de parler et de proclamer sur les toits ce que nous entendons crier au fond de notre conscience. Deuxième adversaire, c'est encore nous-mêmes. Et là, ce serait peut-être par l'orgueil de vouloir remporter la partie à tout prix. Puisque nous réfléchissons au temps, eh bien, libérons-nous de cette donnée du succès dans l'immédiateté. Être bon en dialectique, en rhétorique, en joute médiatique, c'est bien, mais ce n'est qu'un moyen et ce n'est pas un but. Parfois, il vaut mieux une larme partagée ou un silence habité plutôt qu'un long discours aussi construit et juste soit-il. Pour servir la vérité dans la durée, être bon vaut mieux parfois que donner l'air d'avoir raison. Et n'utilisons pas les armes du mensonge que nous dénions à nos adversaires. Gardons-nous bien d'une éthique sans bonté, au risque de n'être que des cymbales qui résonnent bien intellectuellement, mais qui résonnent dans le vide du cœur. Si on a tous le devoir de nous former et de décrypter tous ces pièges qui nous sont tendus dans ces débats, nous ne sommes pas tous appelés à parler publiquement, mais par contre souvent dans la discrétion de nos rencontres familiales et amicales. Et c'est déjà beaucoup. Peut-être d'ailleurs la bioéthique n'a-t-elle de meilleurs porte-parole que celui qui vit ce que d'autres enseignent ou celui qui vit ce qu'il enseigne et qui devient à ce moment lumineux témoin. Ceux qui s'occupent par exemple au quotidien d'un proche en fin de vie ou d'un enfant porteur de handicap, ceux qui disent non merci au test prénatal, ceux qui ne peuvent se résigner à procéder au tri de leurs embryons, ceux qui refusent une IMG, ceux qui, après 4 filles, n'exigent pas un DPI pour obtenir un garçon, celle dont l'utérus abîmé ne peut plus porter d'enfant, mais ne fera pas de GPA, ceux qui, malgré le lourd désir d'enfant, patientent humblement, ceux qui, homosexuels ou célibataires, se refusent à utiliser des techniques de PMA ou de GPA pour obtenir un enfant, estimant injuste de le priver délibérément de son père ou de sa mère. Tous ceux finalement qui, devant la technologie et le marché procréatif qui s'étale devant eux, refusent ces techniques, conscients de la portée collective d'une décision individuelle qui transgresse les principes éthiques de base de la dignité humaine. Tous ces héros des temps modernes deviennent alors pour le monde des héros, messagers d'une déclaration de guerre personnelle au totalitarisme technologique, à l'individualisme chronique, à l'eugénisme démocratique et à la poussée transhumaniste. Alors, soyons bons, mais doublement bons. Je vous remercie. Merci à tous. Bonsoir. Le moment est venu, je suis heureux de vous dire quelques mots sur la biopolitique. La biopolitique et la manière dont Alliance Vita essaye de la mettre en œuvre. Alors, la biopolitique, de quoi s'agit-il? Vous savez sans doute que c'est l'impact des décisions politiques sur la vie.
La législation dans un nombre croissant de pays, vous le savez, s'est emparée de plus en plus de lois qui touchent à l'intime. Tout ceci est devenu un enjeu majeur. Ce que l'on constate, c'est que des lois qu'on pourrait appeler centrales, des lois fondamentales, de plus en plus modèlent les choix que l'homme fait sur sa nature et en particulier à des moments clés de sa vie, la conception, la naissance, le handicap, la fin de vie. Les progrès scientifiques sont immenses, tout le monde le sait, il faut s'en réjouir, évidemment. Mais l'histoire nous apprend aussi qu'il faut être vigilant, car la maîtrise de cette puissance conférée par ces progrès est pour le moins incertaine. Pour avoir travaillé quelques années dans le nucléaire, le secteur nucléaire, je sais combien cette maîtrise de la puissance doit s'appuyer sur une conscience forte. Pour que cette conscience soit au service de l'intérêt général, le chemin est parfois long. C'est pour cette raison qu'il y a un peu plus de 20 ans, 25 ans plus exactement, Alliance Vita a été créée lors des premières lois de bioéthique, ça a été dit, en 93-94, avec une dimension politique, mais non partisane, assumée. On pourrait dire qu'il repose sur deux piliers. Le premier étant de dire à quoi sert une société si elle ne protège pas les plus fragiles. La deuxième étant de dire, plus sur la forme, la vie mérite davantage que des débats d'experts ou des comités. La vie, c'est tout simplement à nous, citoyens, de s'en saisir, de la choisir, de l'accueillir, de la défendre. Et on pourrait dire, de la même manière que, à peu près depuis un peu plus de 40 ans, l'écologie s'est invitée au cœur de la politique, la biopolitique, à son tour, est en train de le faire. Voilà, c'est l'enjeu de l'Université de la vie, vous l'avez compris, non seulement de ce soir, mais des autres soirées. À nous de nous emparer de la biopolitique. Alors, en quelques mots, comment Alliance Vita aborde cette biopolitique ? Deux aspects que je développerai, d'abord en expliquant comment nous essayons d'aller à la rencontre des personnes, et ensuite comment ces rencontres contribuent à l'émergence de solutions concrètes. Aller à la rencontre des personnes, c'est d'abord évidemment aller à la rencontre de personnes confrontées aux épreuves de la vie, avec respect, sans jugement. Et je dois dire, en tant que nouveau venu chez Vita, combien je suis impressionné de voir à quel point l'association puise sa force, son énergie dans le réel, au travers notamment de ses services d'écoute, des milliers de conversations, des milliers d'emails, des centaines de milliers de connexions par an. Si vous prenez un sujet qui a été abordé, le sujet de l'avortement, comment se positionner sur l'avortement si on ne fait pas l'effort préalable de comprendre le contexte, la pression familiale, la pression parfois du conjoint, celle de l'employeur, qui peuvent contribuer à provoquer ce drame. Ce qui me frappe encore, c'est, dans différentes situations, l'importance donnée à la relation. Toujours en situation où l'avortement est questionné, à quel point pèse la menace de la rupture de la relation avec le conjoint, la famille, l'employeur dans la prise de décision. Sur les sujets de fin de vie, l'angoisse de souffrir moralement, c'est-à-dire privé de la relation avec mes proches, l'angoisse de mourir tout seul. L'écoute permet de comprendre de multiples choses sur un sujet, pour en revenir à l'IVG. On sait tous sans doute que nos citoyens en France sont favorables, nos concitoyens sont favorables au droit à l'avortement en majorité. Ce qu'on sait moins, c'est que beaucoup d'entre eux, une écrasante majorité d'entre eux, considèrent dans le même temps que celui-ci laisse des traces psychologiques difficiles à vivre, comme le disent les récentes études, par exemple 83% des femmes sur un sondage récent de l'IFOP. On est loin des débats médiatiques, des espaces de construction apparaissent lorsqu'on écoute les personnes. Les publics, les personnes à rencontrer, ce sont les citoyens, tout simplement. Alliance Vita, par son réseau, 1000 membres en France, dans 70 départements, a déployé depuis quelques années ses membres donc, à la rencontre des personnes dans différentes campagnes sur l'IVG, sur la fin de vie, sur le handicap. Et ce que la société nous dit sur ces sujets, c'est qu'en fait, le dialogue et l'écoute permettent de sortir des postures pour comprendre et agir, trouver des terrains d'action porteurs de l'intérêt général. Les autres personnes à rencontrer, on ne les oublie pas, c'est bien sûr les politiques, les décideurs, les élus,
Là aussi, plus de 100 députés rencontrés, par exemple, sur les 4 derniers mois. Des échanges, des auditions parlementaires, la rencontre d'acteurs, l'Académie de médecine, le Comité consultatif national d'éthique, etc. Et vous le savez, cela a été dit, les prochains États généraux de la bioéthique qui s'ouvriront jeudi prochain, 18 janvier. Deuxième point, toutes ces rencontres, évidemment, n'ont qu'un seul objectif, c'est de contribuer à l'émergence de solutions concrètes. Pour cela, il nous faut utiliser des espaces disponibles. Par exemple, il y a quelques années, Alliance Vita, au travers de l'accompagnement de femmes en début de grossesse, a découvert à sa grande surprise qu'il n'existait aucune information rassemblée sur les aides publiques associatives en matière sociale, familiale, économique, logement, garde d'enfants, que sais-je. Et nous avons tout d'abord, nous sommes étonnés, nous avons discuté avec les autorités publiques, nous sommes allés voir le ministère de la Santé, et là nous avons constaté qu'il n'y avait aucun document. Puis nous avons proposé d'avancer, et enfin nous avons travaillé, je vous passe les étapes, sur la réalisation d'un guide que voici, Je suis enceinte, dans lequel sont rassemblées toutes les aides. Et aujourd'hui, ce guide, je passe les étapes, est distribué et disséminé, diffusé à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires par les travailleurs sociaux. Deuxième exemple, sur la fin de vie. Là aussi, en 2016, vous le savez peut-être, la loi Claes-Leonetti de fin de vie a inclus ce qu'on a appelé les directives anticipées. Et il nous a semblé qu'il était utile de diffuser là aussi un document qui est celui-ci, qui est un guide et qui a visé rien de moins qu'à contribuer à restaurer la confiance entre soignants et soignés, en prenant la personne, on pourrait dire, dans toutes ses dimensions, physiques, spirituelle, morale, et en réaffirmant le ni acharnement thérapeutique, ni euthanasie. Troisième campagne, troisième exemple, levons les malentendus. Fin 2016, nous avons là aussi mobilisé notre réseau en France pour aller à la rencontre de milliers d'hommes auxquels nous avons posé la question « Que feriez-vous si votre conjoint était confronté à une grossesse inattendue ?» Et là aussi, nous avons pu constater combien l'échange, le dialogue, pouvait être la source de grands malentendus lorsque l'imprévu se présente. On est loin de l'idéologie. En conclusion, j'aimerais dire rapidement qu'il ne faut jamais, en biopolitique, perdre de vue que c'est l'écoute de la personne qui nous permet de comprendre et d'agir. Il nous faut rester humble sur la méthode, bien entendu. Nous pouvons être amenés à tâtonner. Il y a des lignes de tension entre l'enracinement, l'écoute des personnes, d'une part, et la colère vis-à-vis des groupes de pression et du manque de courage de décideurs, cela peut arriver. Et face à des enjeux qui nous dépassent, il nous faut trouver un juste équilibre entre douceur et fermeté. Cela s'apprend jour après jour. Il y a 40 ans, pratiquement jour pour jour, dans son discours resté célèbre à Harvard, en 1978, appelé « Le déclin du courage », Solzhenitsyn nous disait « La défense des droits individuels a pris de telles proportions en Occident que la société en tant que telle est désormais sans défense contre les initiatives de quelques-uns. Vous le voyez, chers amis, la justice pour les plus faibles s'oppose parfois à l'inflation des droits individuels. Notre défi bioéthique, notre défi d'écologie humaine, aujourd'hui, c'est agir et montrer combien, en défendant la vie, nous défendons les plus fragiles, car ceux-ci contribuent rien de moins qu'à rendre notre société plus humaine. Merci. Voilà, cette émission s'achève. Merci beaucoup de l'avoir suivi, cette première édition de l'Université de la vie. Je vous invite à venir nous rejoindre sur place. Il reste de la place encore dans quelques villes ou à nous suivre toujours sur KTO dès mardi prochain à 20h40. Vous pouvez également retrouver cette émission en rediffusion sur ktotv.com et sur les réseaux sociaux. Pour plus d'informations, pour aller plus loin, rendez-vous sur universitédelavie.fr. Nous nous retrouverons pour l'émission KTO mardi prochain. Merci beaucoup et belle soirée à tous.